y a plein de petites entreprises qui ne sont pas servies aujourd'hui, qu'on va servir. Et dans ces entreprises, il y a plein d'employés à qui on peut changer la vie. On est parti de zéro et on s'est dit, personne n'a réussi à construire une solution de paye qui puisse être utilisée par des gens qui ne sont pas des experts en paye. On a créé notre propre langage de programmation, un langage pour la paye. Quand on était 50, je me disais, oh là là, 200, 300 personnes, ça va exploser. Il y a un vrai risque en fait qu'on perde notre culture. Les deux seules choses, je pense, dans l'entrepreneuriat qui sont assez rédhibitoires, et si tu fais des erreurs, tu peux en mourir, c'est Tout entrepreneur qui a eu des salariés sait à quel point la fiche de paie c'est un sujet. Le genre de sujet bien relou qui peut transformer l'aventure entrepreneuriale en calvaire. Et c'est bien de ça dont on va parler, la gestion de fiche de paie, que notre invité du jour a réussi à craquer et rendre plus facile. Alors je te rassure, en fait on va parler de la création d'une culture d'entreprise forte et inspirante pour ses équipes. Je suis avec Firmin Zocchetto, CEO de Payfit, une entreprise française qui a réussi à craquer et à rendre plus facile la gestion de fiche de paie et les sujets RH. Elle s'occupe entre autres de sociétés comme Revolut, Nestor ou encore Big Mama. On la retrouve en Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, en Italie. C'est une croissance de dingue et Payfit a réussi à lever, écoute bien, 254 millions d'euros, devenant ainsi la 23e licorne française. Pour info, l'épisode a été enregistré avant leur dernière levée. Payfit a pour investisseurs des investisseurs tels que Kima Venture, fonds d'investissement de Xavier Niel. L'entreprise a 700 employés à travers le monde, 4 bureaux et 6500 clients. J'ai été très inspiré par la culture qu'ils essaient de créer, de performance, mais aussi en mettant le bien-être de leurs employés au centre de leurs préoccupations. D'ailleurs, leur phrase phare, « Make work source of fulfillment for everyone ». Faire du travail une source de bien-être pour tout le monde. Tu découvriras justement les solutions qu'ils mettent en place en interne pour accompagner les équipes à s'épanouir au travail. On évoque les levées de fonds, la question du focus et de l'élément qui peut tout changer pour ton business. On creuse aussi la manière de choisir les nouvelles features de ton produit et d'à quel point c'est facile de partir dans les mauvaises directions. Parce qu'effectivement, dès qu'on parle d'innovation, on peut vite se tromper et créer un produit que personne ne veut, ou une feature, une caractéristique dont personne n'a besoin. Comme à notre habitude, on aime les paradoxes. Et Firmin a choisi sur un point bien spécifique que tu vas découvrir, de faire exactement l'inverse de ce que tout le monde rabâche dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et il a bien fait. Il partage aussi ses conseils sur la rémunération des équipes, le management, l'ambiance de travail et la culture d'entreprise. Alors installe-toi, prends des notes, prends un verre d'eau, car cette vidéo regorge de clés pour améliorer la gestion de ton entreprise, pour te permettre d'avoir le genre de boîte qui t'inspire et qui cartonne. Bon visionnage à toi. Je m'appelle Jean de la Roche-Brochard, je suis partenaire chez Kima Ventures. C'est le fonds d'investissement dans les startups de Xavier Niel, le fondateur de Free. Jean, c'est le premier qui nous a fait confiance en fait. C'est un bon miroir pour te faire réfléchir sur des sujets que tu n'as pas forcément vus et qui en fait se présentent à toi. C'est quelqu'un qui te dit les choses de manière franche, sans calculer, comme il les pense. Parfois ça peut être du coup un petit peu cru, sans filtre. C'est hyper agréable de l'avoir. C'est le premier qui a cru en notre langage, en Payfit. C'est grâce à lui qu'on est rentré chez The Family. Il nous aide sur la levée. C'était un peu compliqué, on n'avait pas de clients, pas de produits, juste un début de langage, donc personne ne veut nous donner d'argent. Et puis ensuite, il part chez Kima et on est son premier deal chez Kima en septembre 2015. On fait notre première levée seed avec lui. Donc c'est une belle histoire. Et puis là, il est encore à notre board. C'est encore quelqu'un que j'appelle régulièrement. C'est devenu à la fois un investisseur, un collègue et un ami. Ouais. J'ai vraiment plein d'amis, plein de clients qui me disent que Payfit, ça change leur vie. Et c'est sûr que la fiche de paie en France, c'était une source de souffrance. Tu peux un petit peu décrire ce que fait Payfit aujourd'hui? Payfit, c'est une entreprise qui compte 500 employés, qui est présente en France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et bientôt en Italie, et qui permet en fait aux TPE et aux PME de gérer elles-mêmes leurs fiches de paie et tout ce qui touche à la gestion de leurs employés. Autour de la fiche de paie, tu peux penser aux congés payés, aux notes de frais, au processus d'onboarding, tous ces éléments dans la vie des employés. TPE, PME, c'est des entreprises qui ont
entre 1 et 100 employés, même si on a quelques clients qui ont aussi entre 100 et 1000 employés, parmi lesquels Revolut, Big Mama, des boîtes comme ça. T'as un client où t'es vraiment trop content de l'avoir? Le premier client, c'est toujours le plus beau. Parce que tu vois, quand tu montes une boîte à 22 ans, que tu n'as jamais construit un produit, closé un deal, et qu'en fait, il y a une boîte qui vient mettre ses fiches de paie chez toi, tu t'en souviens toute ta vie, quoi. Et cette première boîte, c'est une boîte de The Family, c'était Nestor. Votre premier client, vous l'avez après plus d'1 an, c'est ça? Ouais, en fait, en janvier 2015, on commence à créer notre propre langage de programmation pour mettre toute la complexité du droit du travail français. Explique-moi pourquoi vous avez créé un langage, ça m'intéresse. En fait, le truc, c'est qu'on est parti de zéro et on s'est dit, bon, personne n'a réussi à craquer ce problème. Personne n'a réussi à construire une solution de paye qui puisse être utilisée par des gens qui ne sont pas des experts en paye. Vraiment, ça n'existait pas. Et du coup, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire ça? On est parti d'une feuille blanche, on a créé notre propre langage de programmation, un langage pour la paye. Déjà, pourquoi la fiche de paie? C'est quoi votre histoire pour arriver à se dire, je veux résoudre ce problème-là? Très jeune, vers 16-17 ans, j'avais déjà monté 2-3 boîtes avec un gars qui s'appelle Guilain. Qui est associé du coup? Ouais, qui est associé et que j'ai retrouvé un petit peu plus tard, après nos études. Lui avait déjà commencé à bosser. Et puis il est venu me voir avec cette idée un peu folle d'automatiser la fiche de paie en France. On s'est dit par où on commence. Lui a eu cette idée de créer un langage de programmation, le Jetlang. Et du coup, on a créé ensemble ce langage de programmation qui permettrait ensuite de construire un logiciel super intuitif. Et Florian, le troisième larron dans l'histoire, nous a rejoint assez rapidement. Concrètement, là, si demain je suis un développeur chez vous, ça ressemble à quoi votre langage? En fait, si tu es un développeur chez nous et que tu bosses sur notre langage, tu vas pas créer le produit toi-même. Tu vas donner la possibilité à d'autres personnes qui maîtrisent ce langage de créer le produit. Moi, à l'origine, je savais pas coder. Ouais. Je suis devenu expert en paye en apprenant sur Internet. Je regardais des tutos, je lisais des trucs et tu vois, tout le millefeuille social, je l'ai maîtrisé au fur et à mesure. Et le langage qu'on a créé m'a permis, sans savoir coder, de coder le produit. Ça t'arrive encore ou pas de faire du code? Aujourd'hui, non, mais il y a dans la boîte 45 personnes dans tous les pays où on est présent qui sont des Jetlang Masters et qui utilisent notre langage de programmation, qui sont devenus des experts en paye dans leur pays, France, Espagne, Italie, pour coder un produit et un système de paye extrêmement intuitif et simple à utiliser pour notre client final, que sont des entrepreneurs, des dirigeants, des CFO, des RH. Donc pendant 1 an, vous faites ce langage-là, c'est ça? Ouais. Et tu sais, Oussama, des fois, il parle souvent, et c'est pas une idée que seulement Oussama exprime, ça vient même, je crois, de Paul Graham. Ouais. C'est ça. Cette idée de faire un MVP, un minimum product viable, le plus rapidement possible, le plus petit possible, et c'est souvent la métaphore qu'utilise Oussama, de créer ton produit en format Excel. C'est quoi ta vision à toi de ce truc-là? Est-ce que pour toi c'est applicable partout? C'est vrai que c'est souvent ce qu'on voit. Nous, on est un des rares contre-exemples en fait, de cette théorie, puisqu'en fait, on aurait pu vraiment au mois de janvier 2015, en une journée, prendre un Excel et coder une fiche de paie sur un Excel en une journée. À la place de ça, on a mis 1 an à fond et on a construit un langage. Donc déjà, c'est vraiment le contraire. En plus, on a construit un langage sans parler à aucun client. T'as fait 2 erreurs énormes d'entrepreneuriat. Donc, qui se sont avérées pas être des erreurs après, mais au départ, je me souviens, on regardait les vidéos d'Oussama qui disait de faire ça, on a pris contact avec lui. Nous, on faisait tout le contraire. Et justement, c'est hyper intéressant. T'as Oussama qui dit ça, il n'est pas le seul. Vous êtes en train de faire tout le contraire. Tu te dis quoi? Je me dis que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. On a été intimement convaincus. Et en fait, Oussama a vite vu, quand on l'a rencontré en avril 2015, que vu le sujet, c'est aussi ce qu'il fallait faire. Donc, il nous a encouragés à aller contre cette théorie que 99% des startups adoptent. Tu dis vu le sujet parce que la paie en France, c'est quelque chose de très complexe, c'est dans ce sens-là? Exactement, qui n'avait pas été craqué avant. Et donc, avant de produire la première fiche de paie pour Nestor en janvier 2016, il fallait qu'on ait toute cette architecture et cette innovation qui est venue de notre langage. En 3 ans, je crois, vous avez eu 300 premiers salariés, c'est ça à peu près? Ouais, exactement. C'est comment de grossir à cette vitesse? Ça s'est fait assez naturellement. Quand on était 50, je me disais, oh là là, 200, 300 personnes, ça va exploser. Notre culture, les valeurs, le type de personne qui est là, ça va être compliqué d'intégrer tout le monde. Il y a un vrai risque, en fait, qu'on perde notre culture. Je me suis rendu compte que si tu avais les bonnes personnes, les bons process, tu pouvais aller vite sans perdre ta culture. À 200, à 300, j'étais encore
plus fier de la culture et des payfitters, de la manière dont ils bossaient, dont ils vivaient les valeurs, que quand on était 50. On savait beaucoup plus, tu vois, de qui on avait besoin pour la boîte et qui allait se développer et s'éclater en fait au quotidien dans la boîte. On devenait de plus en plus mûrs, on avait des talents avec de plus en plus d'expérience qui arrivaient, des personnes qui étaient là depuis longtemps dans la boîte qui s'exprimaient pleinement. Et du coup, en fait, chaque jour qui passait, c'était de mieux en mieux. Et pour toi, c'était comment? Pour moi, c'était génial. C'était une super expérience et c'est ça aussi qui me donne confiance pour les prochaines phases de croissance. Au début, ça marche comment pour vous de trouver les top profils? Au début, il n'y a pas de règle. Vraiment, c'est comme tes premiers clients. Tu fais comme tu peux, tu testes, tu regardes dans tes amis, dans tes connaissances, dans des personnes que tu as pu croiser à n'importe quel moment de ta vie, il y a 10 ans. Tu saisis n'importe quelle opportunité. Au début, tu n'as pas de marque, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de fonds. Et donc, en fait, c'est extrêmement difficile de convaincre des personnes de venir te rejoindre et de venir bosser pour toi, d'être beaucoup moins bien payé que sur le marché, d'avoir certes un petit peu d'equity, mais dans un truc qui vaut pas encore grand-chose. Donc en fait, tu envoies des emails, des messages Slack, si tu as un mariage, une réunion de famille. Et comment tu repères, toi, à cette époque-là, les personnes avec qui tu veux travailler? Pas trop sur les compétences, mais vraiment sur le fit. C'est-à-dire qu'une personne avec qui tu te vois bien bosser, une personne qui va être passionnée, qui va apporter à ta boîte, qui partage tes valeurs, ton goût de l'aventure, qui est un peu, un peu folle au départ, parce que tu te jettes un peu dans l'inconnu. Il faut vraiment être aventurier, entrepreneur. Tu fais des paris sur ces personnes-là. Et tu le testes comment? Ça ressemblait à quoi pour toi un entretien d'embauche? C'est toi qui le faisais déjà? Ouais, c'est avec mes deux autres cofondateurs, mais au début, il n'y a pas vraiment de structure. C'est vraiment... Je le sens pas. Ouais, c'est des discussions hyper informelles. T'as des erreurs que t'as fait, entre guillemets erreurs, où tu te dirais, tiens, si j'avais une startup là qui m'écoute, je lui conseillerais de faire attention à ces éléments-là en termes de recrutement? Le recrutement, tu te plantes forcément, c'est une science humaine. Celui qui fait 100% de réussite en recrutement, ça n'existe pas. Donc, il faut être à l'aise avec l'idée de se planter, sinon tu recrutes jamais, ou tu recrutes trop lentement. Donc, il faut juste être à l'aise avec cette idée que tu vas te planter et tu vas corriger tes erreurs et que ce sera bien pour la boîte et pour la personne qui t'a fait une erreur. Ça, déjà, c'est une première règle de base. Il n'y a rien de rédhibitoire en recrutement. Les deux seules choses, je pense, dans l'entrepreneuriat qui sont assez rédhibitoires, et si tu fais des erreurs, tu peux vraiment, pas en souffrir, mais tu peux en mourir. C'est tes associés. Ça a tué des boîtes. Si tu t'associes avec les mauvaises personnes, ça, c'est très compliqué. Et deux, les investisseurs et les personnes qui rentrent à ton capital. Donc, il faut faire très attention à ces deux choses-là. Nous, on a eu de la chance, on n'a pas eu de problème avec ces deux sujets, mais c'est des choses qui arrivent fréquemment. Donc, c'est les deux trucs vraiment rédhibitoires. Il ne faut pas faire d'erreur. Par exemple, une startup qui se dit « Ah, bah, c'est pas grave, je prends que de l'argent de cet investisseur. » Ça peut lui retomber dessus à un moment ou à un autre, parce que si c'est un investisseur qui ne partage pas la vision, les mêmes valeurs, le long terme, peut-être qu'il y aura une opportunité pour s'en séparer, le faire sortir, et du coup, il n'y aura pas trop de casse. Mais peut-être qu'aussi, ça coulera la boîte. Tu t'es dit, tiens, je veux tel investisseur plutôt qu'un autre. Est-ce que tu avais un peu ta liste des investisseurs que tu rêverais d'avoir? C'était comment un peu le process? Pareil, c'est énormément au fit. Bien sûr, tu regardes ce que les investisseurs vont t'apporter d'un point de vue financier, parce que tu vas avoir du cash, de l'essence pour faire tourner ta boîte, la faire grandir rapidement. Tu regardes les valos, tu regardes tous ces trucs-là. Mais souvent, tu as le choix. Quand il y a un investisseur, surtout s'il est très bon, qui est intéressé, en général, il y en a d'autres qui se mettent à t'intéresser. Qui se mettent à être intéressés. Et tu l'utilises, ça? Ouais, tu l'utilises. En tant qu'entrepreneur, tu es forcément dans une position tu vois, de faiblesse si tu as besoin d'argent, par exemple. Et ensuite, tu dois faire un choix entre plusieurs investisseurs. Et c'est là où le critère humain en fait, rentre en compte et parfois plus important sur le long terme que juste une valorisation de l'argent. Tu regardes 10 ans plus tard, tu as le fait d'avoir eu 5% de plus, même si ça fait des millions d'euros, 5% de plus d'argent ou de valo, par rapport au fait d'avoir pris les bonnes personnes, en fait, c'est inestimable. Mais ça, tu t'en rends pas compte au départ, surtout si c'est ta première boîte, et surtout quand tu es dans une situation où tu as besoin d'argent. Nous, on a eu de la chance tu vois, depuis le départ, mais... Pourquoi tu dis qu'on a eu de la chance? On a eu de la chance parce qu'en fait, on a toujours eu des situations où on a eu l'argent qu'on voulait, au valo qu'on voulait, et avec des gens qui, encore aujourd'hui, sont formidables pour ce qu'on est en train de construire et qui partagent
la vision des fondateurs, ce qu'on est en train de faire et qui agissent au quotidien avec nos valeurs. Comment t'estimais justement de dire, tiens, on a besoin de tant d'argent et ça vaut tant de parts, ça vaut tant de pourcents de l'entreprise? Tu regardes un petit peu ta stratégie, ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie de lancer 2 pays, 10 pays? Est-ce que tu as envie de construire tel ou tel produit? Est-ce que tu as envie d'avoir telle vitesse, telle agressivité dans ta capacité à grandir en sales? Et du coup, tu fais un budget et tu regardes à horizon de 18 mois, 36 mois, ce dont j'aurais besoin pour mettre à exécution mon plan. C'est un peu comme si tu partais en vacances, tu as ton itinéraire et tu regardes combien tu consommes avec ta voiture et tu vas t'arrêter faire le plein d'essence. Le trajet, il n'est pas conditionné par l'essence que tu pourras mettre dans ta voiture. Le trajet est fixe, tu sais que tu veux partir en vacances et après, il faut remplir le réservoir. Et c'est ça le rôle aussi d'un entrepreneur. Et justement, comment t'arbitres, tu vois, en te disant, tiens, je vais prendre du fuel qui vient, ou de l'essence, pour prendre tes mots, qui vient d'investisseurs, ou je vais m'auto-financer par le fait d'utiliser le profit de mon marketing. Ça dépend de la vitesse que tu veux avoir. Tu as levé, je crois, donc 89 millions, enfin vous avez levé 89 millions, ce qui est 3 belles levées de fonds. Pourquoi pas 50 ou pourquoi pas 200 en fait? C'est les aléas des dernières années qui ont fait que c'était plutôt 89 plutôt que 50 ou 150. Les plans qu'on voulait mettre à exécution étaient tels que c'est de cet argent dont on avait besoin. L'offre et la demande aussi, parce qu'en fait, tu as des investisseurs qui veulent bien mettre un certain montant à une certaine valorisation en fonction de certains multiples. Tu as le revenu que tu as, la rentabilité que tu as, le cash que tu brûles, le taux de croissance. C'est ça aussi, tu vois, il y a des standards sur le marché, que ce soit les boîtes cotées ou non cotées, qui définissent ce que les investisseurs vont mettre selon leur rapport au risque. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait que tu te retrouves avec des levées de fonds différentes. Et toi, quand justement tu reçois, entre guillemets, un chèque de 70 millions, t'as peur, t'es content, c'est quoi l'émotion que tu ressens? Non, j'ai pas peur parce qu'en fait, c'est ce qu'on est allé chercher et on savait qu'on avait besoin de ça pour mettre en place un plan ambitieux et faire de Payfit une super belle boîte dans quelques années en Europe. C'est quoi la vision? Je me dis c'est une étape sur la route et on va pouvoir avoir les moyens de nos ambitions, on va pouvoir continuer à pas devoir justement freiner, attendre, devoir s'autofinancer, on va pouvoir y aller. Tu veux aller jusqu'où là avec Payfit? Là j'ai 28 ans, c'est déjà une très belle aventure, on est 500, on a plus de 4000 clients dans 5 pays en Europe, mais je me dis que c'est que le début et qu'on est peut-être à 5% de ce qu'on a à faire. Dans 10 ans, tu te vois toujours dans Payfit? Ouais, je me dis qu'il y a encore de très 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 belles choses à accomplir. En France, dans d'autres pays européens, que ce soit sur la paye, sur d'autres produits autour de la paye. Tu veux rester en Europe ou tu veux aller par exemple aux États-Unis ou d'autres endroits comme ça? Les États-Unis, pas forcément, mais en dehors de l'Europe, il y a aussi des pays très intéressants. Après, on a la chance d'avoir un marché qui est si vaste que même dans quelques pays en Europe, c'est un immense terrain de jeu. Et en fait, il y a plein de petites entreprises qui ne sont pas servies aujourd'hui, qu'on va servir. Et dans ces entreprises, il y a plein d'employés aussi à qui on peut changer la vie. Tu me disais que tu connaissais des entrepreneurs dont on avait changé leur vie, qui te le disaient comme tel. C'est exactement ça qu'on cherche. On fait tout ce travail en fait pour avoir un impact qui est de plus en plus grand sur un maximum de personnes jour après jour. Si tu aimes ce type de contenu et que tu es intéressé par faire scaler ton entreprise, il y a un facteur qui peut tout changer dans ton organisation. Pendant longtemps, on passait à côté de plein de ventes parce qu'on les suivait mal. Et donc, on a benchmarké 20 solutions de CRM pour en choisir un qui est HubSpot. Ce que j'aime, c'est que l'interface, elle est hyper fluide. Je voulais quelque chose de facile à utiliser. Ça nous a permis de faire décoller nos ventes et de mieux les suivre dans le dernier trimestre. HubSpot, c'est quoi? C'est un écosystème de plus de 1000 applications tierces que tu peux connecter à ton CRM. On a décidé d'utiliser Aircall. C'est une solution de téléphonie qui fait gagner un temps fou à l'équipe commerciale en lui donnant une vue complète des données clients via l'intégration HubSpot et grâce à des fonctionnalités qui permettent notamment de former les commerciaux au quotidien et de les faire rapidement monter en compétences. Tu peux trouver des infos dans la description. Et maintenant, place à la suite de la vidéo. Il y a un problème au niveau justement de la partie humaine dans l'entreprise que vous ne résolvez pas encore mais vous voulez absolument le résoudre dans le futur? Oui, il y a par exemple la communication dans les petites boîtes entre les employés, les managers, les patrons. Ça, c'est quelque chose qui est très mal adressé aujourd'hui. Les petites boîtes, si tu veux, vont pas aller se mettre à développer un logiciel sur cette verticale. C'est trop spécifique. Tu as ça dans les grosses boîtes. Boîte du CAC 40, tu as tout un tas de logiciels qui leur permettent de bien gérer les relations entre employés. Dans les petites boîtes, ça n'existe pas. Et on se dit que nous, étant donné qu'on a déjà la paye, qui est vraiment le noyau central
tu peux rajouter des choses autour que certaines boîtes vont décider de prendre ou non et qui vont avoir un impact fort sur leur vie. Donc, communication entre employés, tu peux penser au module d'onboarding, tu peux penser au sondage que tu fais dans ton entreprise pour savoir si les gens se sentent bien, la relation entre manager et managee. Dans une boîte de 10 employés, combien ont un système de check-in pour savoir si les employés vont bien? En France, je pense que c'est 0,1%, grand max. Si tu prends une boîte au-dessus de 1000 employés, tu es peut-être déjà plus à 50%. Donc nous, notre objectif, c'est de donner des outils des grosses boîtes. Voilà. Okay. Tu parlais des investisseurs, c'est quoi les 2-3 conseils les plus intéressants que tu as appris de tes investisseurs? Les trucs qui t'ont vraiment aidé à aiguiller ta trajectoire? Le focus sur ton cœur de métier, ce que tu sais faire de mieux. Ne pas passer à autre chose, mais répéter, améliorer ce que tu sais faire déjà super bien. Le recrutement aussi, toujours avoir la moitié de tes talents qui vient de l'intérieur. Tu as des gens qui ont des courbes d'apprentissage qui sont exceptionnelles et qui peuvent aller extrêmement vite dans la prise de responsabilité, mais ils sont très jeunes. Et tu as aussi une partie de recrues qui doivent venir de l'extérieur et apporter de l'expérience, qui ont bossé chez Salesforce, chez Google, chez Twitter, plein de petits éléments comme ça, tu vois, parfois même intangibles. Hein. The Family, c'est un autre exemple d'éléments intangibles. J'ai pas mal d'amis qui montent des boîtes et qui me demandent est-ce que tu penses que je devrais postuler chez The Family? Je vois pas encore exactement ce que ça va m'apporter. Donc, j'ai pas mal de fois cette question-là. The Family, c'était un de nos premiers investisseurs aussi. Hein. C'est à la fois un accélérateur, aussi à la fois un investisseur via des business angels. Et je leur réponds souvent, je suis hyper heureux de l'avoir fait, d'avoir fait partie, d'avoir rencontré Oussama, Balthazar, Alice, Jean à l'époque qui étaient là-bas. Mais c'est extrêmement intangible. C'est-à-dire que ça te met dans un mindset, ça t'ouvre certaines pistes de réflexion, certaines portes vers certaines personnes, certaines recrues. Tout ça, c'est hyper intangible. Le truc le plus tangible, à la limite, que ça nous a apporté, c'est de dire que sur les 80 premiers clients qu'on a eu en France en 2 mois, la moitié était chez The Family. Donc ça a été un bon coup de boost au départ et ça, pour le coup, c'est tangible. Mais toutes les boîtes qui rentrent chez The Family ne pourront pas en dire autant pour leurs premiers clients. Que ce soit Henri Seydoux, tu vois, qui est le fondateur de Parrot, ou Fred Mazzella de Blablacar, les deux, j'ai eu en interview, ils parlent justement de l'importance du focus. Henri Seydoux, il disait que une des grosses causes d'échec des entreprises, c'est de partir dans plein de directions quand elles commencent à réussir. Là, juste avant, on parlait du fait que, en soi, autour de la paix, il y a plein de choses que vous pouvez développer. Comment vous arbitrez entre se dire, non, il faut qu'on devienne encore meilleur dans ce truc-là, par rapport à on peut gérer tous ces problèmes autour? C'est une très très bonne question, c'est un débat sans fin. Tu dois paralléliser au mieux tes ressources et être hyper clair avec tes équipes que en fait, la paye, tu le consolides. Tu dois toujours mettre énormément d'efforts, te le répéter semaine après semaine, que tu dois devenir meilleur, tu dois proposer un meilleur service à tes clients. Et en même temps, pas oublier que tu es en train de faire décoller certaines parties de ton SIRH pour permettre aux TPE, PME de mieux gérer leurs employés et qu'il faut pas tout mettre sur la consolidation, même si ça reste le plus gros focus. Il faut aussi planter quelques banderilles, tu vois, autour sur le SIRH. Et puis, peut-être aussi qu'il y a des trucs encore plus originaux autour du SIRH qu'il faut juste découvrir, sur lesquels tu mets pas beaucoup de ressources, tu bosses pas énormément dessus, mais tu découvres. Tu testes des petites choses et tu vois ce que ça donne, c'est dans ce sens-là? Ouais, voilà. C'est un éternel débat, tu vois, entre comment tu vas allouer tes ressources, entre le business, le produit. Mais l'idée, c'est de pas tout mettre sur le même plan. En fait, d'être conscient qu'il y a quelque chose... tu vois, c'est vraiment cette image de cercle concentrique. Tu peux pas non plus juste toujours rester sur le corps sans innover. C'est-à-dire au centre, c'est quoi? C'est ton focus principal? Pour nous, c'est la paye, par exemple. Ok. Pour nous, c'est la paye en France. Et tu as combien d'autres cercles autour? Je sais que juste autour de la paye, tu as le SIRH. Des éléments qui gravitent autour de la paye et qui permettent aux petites entreprises d'avoir les outils des grandes entreprises. Tu peux imaginer encore autour d'autres cercles concentriques qui sont peut-être plus de l'ordre de la R&D, qui sont peut-être plus originaux et qui porteront des fruits peut-être dans plusieurs années. Ok, donc imaginons on a 3 cercles et les 3 font 100% de tes ressources. Tu dirais qu'aujourd'hui, tu affectes combien de pourcents dans ces 3 cercles? Je pense que de manière saine, tu peux te dire 60, 30, 10. Tu me disais qu'au début, en gros, tu prends toutes les personnes que tu vois, que tu connais sur LinkedIn, tu les contactes. Comment tu fais pour déterminer justement ce qui est juste en termes de rémunération? Tu parlais de les payer moins, de leur donner de l'equity. C'est quoi un petit peu votre process à l'époque?
Au début, tu fais ce qui te semble faire. Tu te dis, de toute façon, j'ai pas assez d'argent pour payer la même chose que Facebook et Google. Mais en même temps, je leur propose une aventure que Facebook et Google sont plus capables de leur offrir. Tu parles le côté excitant de l'aventure. Ouais, le côté, t'es 4 dans une boîte et en fait, tu construis tout, tu décides de tout, t'es au courant de tout, tu vis le truc, tu vois. Ça a plus de valeur, en fait, que un salaire, un bonus ou de l'equity. Tu vois, quand quelqu'un part d'une boîte en France, la première raison, c'est pas le salaire. La première raison, déjà, c'est je l'entends pas bien ou alors mon manager ne m'apporte rien. Le manager est pas bon ou pas compatible, en tout cas, avec la personne qui part. Et après, t'as plein d'autres trucs. Et tu vois, typiquement, l'aventure, le fait d'avoir des challenges, d'apprendre des choses, d'avoir l'impression de progresser, c'est toujours un peu devant le salaire. Donc le salaire, en fait, c'est secondaire. Mais il ne faut pas non plus te dire que tu vas attirer des talents juste en leur mettant des étoiles dans les yeux. Donc tu fais un truc faire, même si tu es un peu en dessous du marché, et puis tu compenses au fur et à mesure que ta boîte grandit. À partir de quel moment vous avez eu quelqu'un spécialiste RH pour vous aider? À partir de 25 personnes, ce qui était déjà tard. Il y a Amandine qui est arrivée. Tu conseillerais de le faire plus tôt, du coup? Ouais, je conseillerais de le faire plus tôt. C'est nos clients, hein, donc je vois, c'est plutôt 30, 40 employés, voire 50, 60, tu vois, qu'il y a un RH qui arrive. Mais ouais, je conseillerais de le faire à 10, 15. Ça t'a apporté quoi, toi? D'être meilleur sur le sujet. Tu as quelqu'un qui est spécialisé là-dessus, qui te prend le sujet, qui met en place des process de management, du learning, formation pour tes payfitters qui vont progresser. Toi, ça te décharge aussi en tant qu'entrepreneur d'une partie que tu gérais avant. Parce qu'au début, tant qu'il n'y a pas de personne pour le gérer, tu gères tout. On voit 2 types de postes, donc talent acquisition, ouais. Et de l'autre côté, vraiment directeur RH. Ouais. Un qui étant focalisé, ou une qui est focalisée sur vraiment trouver des talents, les recruter, et l'autre un peu plus généraliste. Toi, au début, c'est... Ouais, Amandine, elle faisait les deux. Ok. Et effectivement, après, en grandissant, tu spécialises et tu splits en deux. Au début, ça peut être la même personne qui fait les deux. Donc, une personne responsable de faire venir des talents et une personne responsable de faire rester et développer ces talents. Si on prend déjà la partie talent acquisition, aujourd'hui, c'est quoi les trucs qui marchent le mieux pour vous, qui vous attirent le plus de candidats? Le truc qui marche le mieux, c'est quand même de parler de ce qu'on vit de l'intérieur. Si tu vis une aventure qui est dingue, avec une culture, des collègues que tu adores voir, les gens en parlent, en fait. Tu parles individuellement ou tu parles sur les réseaux sociaux, tu communiques? Non, déjà individuellement. On communique sur les réseaux sociaux, notre marque employeur, tu vois, ça fait venir du monde, bien sûr. Mais tu as de l'inbound qui arrive, des gens qui postulent parce qu'ils ont vu ça. Mais le meilleur truc, c'est juste les gens qui sont chez toi, qui vont parler de ta boîte. Exactement comme les clients qui sont chez toi et qui utilisent PayFit en parlent à d'autres boîtes, ce qui amène des clients à PayFit. Tu vois, il y a énormément de gens que je rencontre en entretien qui viennent parce qu'il y a quelqu'un qui était dans la boîte qui leur a dit que c'était génial et que cette personne-là pourrait bien fitter avec la boîte. Ouais. Ouais. Du coup, c'est quoi un peu votre secret pour arriver à créer une culture où les gens, quand ils bossent dedans, en tout cas au moins une partie, ils en parlent autour d'eux en disant il faut que tu rejoignes l'aventure, c'est trop cool. Si tu as une startup là qui nous écoute, on est à 30, 50 salariés, qui a envie d'améliorer un peu l'ambiance de travail, la culture, tu conseillerais quoi? La plupart des boîtes, leur objectif, c'est de faire une super belle boîte et de rendre un super service à des clients en changeant leur vie. Et pour faire ça, en fait, tu as plusieurs piliers. Tu as le pilier d'avoir une bonne culture RH, d'avoir des finances saines, d'être bon en sales, d'avoir un super produit. Et en fait, nous, dès le départ, on a construit une boîte où tu n'avais pas juste un objectif avec plusieurs piliers, tu avais 2 objectifs. Ils sont simples. Le premier, c'est celui que toutes les boîtes ont. Résoudre un problème, rendre service à un maximum de clients, créer un super business de manière pérenne. Donc ça, c'est un truc qu'on a en commun avec toutes les autres boîtes. Et un deuxième truc qui est faire en sorte que les payfitters qui seront là seront hyper épanouis. C'est pas un pilier comme la finance, les sales ou le product chez nous. C'est vraiment un objectif de boîte en soi. Notre vision, c'est « Make work a source of fulfillment for everyone ». À l'intérieur de cette vision, on a 2 missions qui sont à la fois externes et à la fois internes. Et après, tout le reste, c'est d'autres piliers. On fait plein de choses pour répondre à ces 2 missions. Et ce qui fait ensuite que les payfitters qui sont là, qui restent. Les payfitters, du coup, c'est tes clients ou c'était... Non, c'est les employés. Okay. Les payfitters, c'est les gens qui bossent. Et tes clients, ils ont un nom ou pas?
Non, Pas encore. pas encore. Est-ce que tu as été inspiré par la culture qu'ont réussi à créer Zappos pour ce que vous avez fait pour les Payfitters? Ouais, j'avais lu le bouquin sur Zappos, qui était pas mal quand on était tout petit. À l'époque, on montait la boîte. C'est le genre de bouquin qui t'inspire pas mal parce que tu comprends que on n'est pas obligé de faire comme dans n'importe quelle autre boîte traditionnelle. Après, moi, l'avantage que j'avais, c'est que j'ai jamais eu d'autres expériences professionnelles en fait avant Payfit. Donc tu as pu créer de zéro ta boîte idéale. Ouais, je me suis dit, en fait, j'avais aucune expérience en paye, donc j'ai pu créer quelque chose, tu vois, avec Guilain et Flo, où on se disait, on va pas adapter quelque chose qui se fait là à ce qu'on veut faire. En fait, on va juste imaginer de zéro comment est-ce qu'on voudrait que ça soit fait. Et pareil pour notre culture d'entreprise. En fait, nous, j'apprends que chez Google c'est comme ça, chez telle boîte c'est comme ça, etc. Mais sinon, on fait juste les choses comme elles nous semblent être les meilleures. Il y a plein de gens qui se plairaient pas chez nous et c'est pas du tout un problème. On revendique pas du tout d'être les meilleurs ou les moins mauvais. On revendique juste de créer quelque chose pour que certaines personnes en fait puissent s'épanouir à fond dans leur vie pro, leur vie perso. Et imaginons il y a quelqu'un là qui nous écoute, il se dit ouais, ça m'inspire, j'ai envie de faire un peu comme ils font, de créer une entreprise où il n'y a pas qu'un objectif financier, d'entreprise, résoudre un problème, mais aussi un objectif de créer un espace de travail où les gens sont contents de travailler. Et comme tu viens de le dire, c'est important de préciser que l'idée n'est pas de plaire à tout le monde, c'est-à-dire ni pour les clients, ni pour les équipes. C'est quoi concrètement des choses que vous avez mis en place ou que vous mettez en place et tu dis ça, c'est quand même aller dans mon top 5, ça vaut le coup de considérer ça. Il y a pas mal de choses. Bon, il y a longtemps déjà, on avait mis en place des congés parentaux quand il y a une naissance, qui n'étaient pas forcément ce que la loi dit dans tel ou tel pays, mais ce qui nous semblait normal et cool en fait d'avoir pour des hommes, des femmes, quand il y a ce type d'événement. On a créé Payfit Solidarity il y a 1 an et demi pour permettre à des personnes sur leur temps de travail de s'engager, de prendre certaines actions. Ça peut être sur la diversité, ça peut être sur l'écologie, ça peut être sur tout un tas de thèmes. Là, en juillet, on a mis en place le Work from Anywhere pour permettre en fait aux payfitters qui souhaitent aller vivre en province ou travailler la moitié du temps ailleurs qu'à Paris, pouvoir le faire et ne pas avoir à faire un choix entre leur job de rêve et leur vie de famille et pouvoir concilier les deux. Il y a plein d'éléments comme ça qu'on fait qui permettent aux payfitters de se sentir vraiment dans la culture. Le recrutement, c'est hyper important. Pas mal de fois, on avait le choix entre recruter une personne super forte et une personne avec un beau potentiel, mais qui avait les valeurs. Les valeurs primaient sur la performance. Parce qu'en fait, je préfère avoir un sales qui performe un petit peu moins bien, mais qui va avoir les valeurs parfaites pour la boîte. Même chose pour les gens qui sont dans ta boîte. Parfois, tu prends des décisions difficiles. Imagine, tu dois renvoyer ton meilleur commercial sur un critère de valeur, de culture. C'est compliqué comme décision à prendre, mais c'est dans la majorité des boîtes pas ce qui est fait. T'as un moment comme ça pour toi où tu t'es dit « Ah, c'est dur, mais allez, on le fait quand même ». Ouais, ça arrivait pas mal de fois. Et en fait, dans ces cas-là, au début, ça fait bizarre, ça peut être dur, mais à chaque fois, en fait, tu te dis « Mais j'aurais même dû le faire avant ». Il n'y a jamais un moment où tu regrettes. Et là, maintenant, je sais qu'en fait, quand ça arrive, il n'y a même plus de questions, ça va encore plus vite. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait partie des décisions. Tu vois, comme quand, imagine, tu es 5, 10, tu t'es trompé dans un recrutement, tu es jeune, tu vas te dire, bon, ça va s'améliorer, ça ira mieux dans 2 semaines, ça ira mieux dans 1 mois. Tu vois, et en fait, la plupart du temps, non. Comment tu arbitres entre, d'un côté, cette vision de se dire, en fait, je prends que des gens où dès le début, c'est bon, et de l'autre côté, tiens, je fais grandir la personne, je forme. J'ai bien conscience que c'est compatible, mais comment vous le voyez? On fait les deux, hein. C'est vraiment un mix entre les deux. Au début, on faisait quasiment que en interne. Tous nos managers étaient issus de chez Payfit. On recrutait pas de managers de l'externe. Et je pense que c'est une erreur. Tu vois. Il faut vraiment avoir un mix sain entre ces deux approches. Et après, si tu veux être bon sur la formation, la progression des Payfitters, il faut avoir un cadre favorable, donner les ressources, il faut avoir des gens qui peuvent apprendre aux autres, leur donner des opportunités de carrière, changer de poste. Et puis pour recruter, à l'inverse, des gens qui ont déjà un background et qui vont apporter quelque chose, il faut avoir une bonne marque employeur, il faut avoir un challenge intéressant à leur offrir pour être compétitif par rapport à toutes les autres boîtes sur le marché qui veulent aussi ces top talents qui ont prouvé qu'ils étaient top. Dans une semaine chez Payfit, c'est quoi les moments
précisément où vraiment tu kiffes le plus? C'est quand je suis en train de discuter avec les payfitters de ce qu'on est en train de créer. Avoir des retours de clients à qui t'as changé la vie, avoir un message d'un prospect qui est impatient de commencer avec Payfit, avoir une top recrue qui arrive, ton produit qui change parce que tu as une features fantastique qui arrive. Enfin, tu as plein de moments comme ça qui sont hyper positifs et hyper énergisants. Et c'est la plupart des moments. On dit souvent que en fait, quand tu es entrepreneur, tu passes ta vie à gérer des dizaines de problèmes tous les jours. Et c'est sans fin, en fait. Chaque jour où tu es au travail, il y aura toujours plein de problèmes. Mais si tu regardes la big picture, la macrovision, je trouve que la plupart de ce qu'on vit est génial et donne de l'énergie. Et en fait, c'est ce qui me fait comprendre aussi que on est sur la bonne voie. Parce que si c'est plus le cas, bon, mais dans ce cas-là, il faut changer de poste, quoi. Et c'est quoi qui est le plus dur dans cette aventure, ou qui a été le plus dur dans les trois dernières années? Les moments les plus challengeants émotionnellement? Émotionnellement, c'est quand tu dois prendre des décisions qui ont trait aux personnes et tu dois, par exemple, te séparer de quelqu'un que tu aimes beaucoup personnellement, mais qui a pas des bonnes performances, ou alors qui vit plus selon ta culture ou tes valeurs. Ça, c'est le genre de truc où en fait, c'est toi qui le fais, prends l'initiative, c'est dur, mais tu sais qu'il faut le faire pour la personne, pour la boîte, pour les collègues, même pour tes clients, pour toi, il faut le faire, quoi. Les premières fois, tu mettais longtemps à... Parce qu'on peut voir des scénarios où tu n'es tellement pas à l'aise à faire ça, tu n'es tellement pas bien, tu vois, à prendre cette décision que tu laisses traîner. Ouais, forcément, ça prend un peu tu peux mettre un petit peu de temps et c'est pas bon. Ça rend le truc encore plus dur. Et quand tu l'annonces, du coup, à la personne, tu t'y prenais comment? C'est toi qui le faisais d'ailleurs, déjà? Ça dépend des situations. Mais au début, de toute façon, tu fais tout. Donc, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place quand tu es 5, 10, 15. Donc, tu le fais. Il y a une concept que j'aime beaucoup qui est présent dans le livre First Break All the Rules, que je conseille. Je viens de lui commander. Ah ouais? Eh ben, il est top, ce bouquin. J'avais lu il y a quelques années et j'avais fait une commande groupée pour tous les managers de la boîte. Petit livre rouge. Il y a pas mal de concepts que j'aime beaucoup. Donne-moi un que t'adores. Je l'ai pas encore lu, hein. On a pas mal, tu vois, le fait de regarder le temps que tu passes et le niveau de contribution des personnes. Et la plupart des gens, surtout en France, des managers, ont des courbes qui font comme ça, qui sont inverses, alors qu'en fait, il faudrait être comme ça et passer plus de temps avec les personnes qui ont la meilleure contribution. Là, c'est quoi cet axe-là? Là, c'est le temps que tu passes avec les personnes que tu manages. Combien de temps tu passes directement en contact d'elle? Ok. Ouais, quand tu es manager, tu passes à l'aider à développer cette personne. Et ça, c'est le potentiel d'une personne. Il y a d'autres concepts comme celui du Fire with Love. Donc, on en parlait juste avant, mais tu vois, c'est comme ça que je m'y prenais. Tu vois. Quand tu dois renvoyer quelqu'un pour telle ou telle raison, c'est pas un truc personnel. Tu vois, c'est juste la situation fait que la séparation est mieux en fait, pour la boîte, pour cette personne-là. Et il n'y a pas de jugement de valeur, en fait. Et tu revenais justement sur la performance? Ça dépend si c'est des critères de performance. Oui, il faut être transparent avec les personnes. Si tu dois te séparer de quelqu'un pour un critère, pour une raison de performance, il ne faut pas lui expliquer que c'est parce que cette personne-là ne s'entend plus avec ses collègues. Il faut être hyper honnête, hyper transparent. Comme ça, la personne peut s'améliorer pour ses expériences futures, peut comprendre aussi ce dont elle a besoin en termes d'entreprise pour l'accueillir. Fire with Love, tu fais grandir la personne. Chaque événement, en fait, même celui-ci, ça peut paraître paradoxal, est un événement qui fait grandir. Ça faisait partie de la culture, cette idée, parce que moi, j'y crois fortement, hein, que tous nos challenges nous font grandir, nous apprennent des choses, mais tout le monde n'a pas l'état d'esprit de voir ces challenges-là comme une source de croissance. Toi, c'est parce que tu avais uniquement des gens dans l'équipe qui voyaient les choses comme ça, ou c'est parce que tu leur expliquais? Les règles du jeu sont claires dans la boîte, l'esprit... les challenges, donc à partir du moment où tu as des personnes qui comprennent le cadre, les règles du jeu, même s'il y a des décisions difficiles à prendre, elles comprennent en général aussi. Un autre concept qui est très bien dans ce bouquin, c'est celui de pas toujours chercher. Tu as des choses pour lesquelles tu es très très fort et tu as des faiblesses. On est tous comme ça. Par exemple, toi, c'est quoi le truc le plus fort et le truc le plus faible? Donner de l'énergie aux gens et les emmener avec moi sur un challenge, un projet, une idée, une vision, que chacun donne le meilleur de lui-même, peu importe son poste, peu importe son expérience, pour aller dérouler tel ou tel truc. C'est vraiment un truc t'aimes bien faire et que tu te sens j'adore bon là-dedans. Ouais. Okay. Tu t'y prends comment, juste pour comprendre? C'est en étant avec la personne, en lui parlant?
Non, mais ça peut être aussi quand tu as des centaines de personnes en face de toi. C'est juste d'avoir les idées claires sur déjà là où tu veux aller, les moyens que tu vas mettre en place, l'organisation, les personnes, et puis arriver à embarquer tout le monde pour qu'on y aille. Ça, c'est un truc qui est formidable, quoi. Et c'est un truc qu'on vit au quotidien chez PayFit. Tu te dis que, en fait, des trucs qui sont pas forcément possibles, en fait, parce que tout le monde est à fond, tout le monde est derrière, est passionné par ce qu'il fait, ça va être possible. Donc ça, c'est un côté un peu 1 + 1 = 3, un peu magique, quoi. Dans les 3 associés, c'est plus ton rôle à toi, ça, de ce côté, on va là-bas, ça va être possible, on peut le faire, il y a l'énergie, suivez-moi, on est parti. En tant que CEO, oui, mais Flo, par exemple, il gère toute la partie produit, il a besoin aussi d'emmener tout le monde avec lui et que chacun le suive et soit derrière lui. À partir du moment où tu as une position de leadership, donc ça peut être gérer un pays, gérer un département, gérer une boîte, tu as besoin d'emmener les gens avec toi, que les gens soient derrière toi. Tu parlais d'identifier les talents et... Oui, en fait, le truc, c'est qu'on cherche toujours à passer plus de temps à travailler nos faiblesses qu'à capitaliser sur nos forces. Mais en fait, il faut juste te mettre dans le job ou dans la boîte où tu vas pouvoir utiliser au mieux tes forces et où tes faiblesses vont être le moins possible des faiblesses. Par exemple, pour toi, c'est quoi un endroit où tu te dirais je suis moins bon? Un truc sur lequel je dois pas mal travailler, c'est le fait de me focus sur certaines choses, on en parlait tout à l'heure, tu vois, et de pas vouloir être trop pressé. Tu as tendance à vouloir que ça aille vite. Je parle d'un sujet, bon allez, on passe au suivant, c'est bon, celui-là, et hop, et on déroule. Ok. C'est le côté aller dans le détail. Pas forcément aller dans le détail, mais plus, tu vas pas ouvrir trop de boîtes à la fois. Te concentrer vraiment sur certains sujets, avec certaines personnes. Je suis hyper impatient. Comment t'arbitres entre, d'un côté, c'est un moteur, cette impatience pour toi, et le frein que ça peut générer, en fait? Je fais confiance à des personnes qui bossent avec moi, qui m'entourent pour réguler ça. Tu sais, tu t'entoures de personnes qui te sont complémentaires, pas des personnes qui sont comme toi. Des qui vont te dire quoi, calme? Ouais, des personnes qui vont te dire calme, qui vont te dire que ça, en fait, il va falloir attendre encore un petit peu plus de temps pour le faire. Des personnes qui vont naturellement te réguler. Ça, pour moi, c'est la meilleure arme, quoi. Comment, justement, toi, en tant que CEO, tu vas dire oui, c'est vrai, je vais aller trop vite et ils ont raison, il faut calmer, ou alors en fait ils se mettent des limites, c'est possible de mettre cette feature en 2 mois, on peut se réinventer, il y a la voie et je vais les pousser? Ouais, c'est une super question. Tu dois toujours faire ces arbitrages. Tu vois, par exemple, quand on a décidé de mettre en place la politique du Work from Anywhere, c'est allé hyper vite. Et en fait, on se disait qu'il allait falloir des mois et des mois pour lancer ce truc. J'ai pris le sujet, je me suis investi dedans. Tu mets tes forces en mouvement et puis tu fais en sorte que ça accélère. Il y a des moments où il ne faut pas céder à la tentation de se dire que ça va aller, ça va prendre plus de temps, qu'on verra, que ça, on le fera dans 1 an, on le fera dans 4 ans. Le SIRH, on commencera à bosser dessus quand la paye, ce sera fini, parce qu'en fait, ce sera jamais fini. Donc, en fait, même si c'est ton corps, il faut aussi commencer très rapidement à le faire. Tu es quand même un chef d'orchestre, quoi. Tu donnes le rythme. Tu as des personnes qui t'aident à savoir si tu joues vrai, tu joues faux. C'est toi qui donnes le rythme, quoi. Donc, il y a des moments où tu écoutes, des moments où tu n'écoutes pas et tu suis aussi tes convictions. Mais tu as un directeur qui dit non, on peut pas faire ça, ou c'est trop vite. Ce qui va te faire l'écouter ou ne pas l'écouter, c'est quoi? C'est ton intuition, c'est un manque d'argumentation, tu trouves que c'est pas pertinent? Toujours une discussion, tu vois, avec ces personnes-là pour voir ce qu'on va réellement faire. Donc les arguments, une intuition, c'est un tas de trucs, tu vois, un peu intangibles, mais c'est de l'humain. Tu vois, t'as beau faire des plans sur la comète, stratégie, allocation de ressources, à la fin, tu vois, c'est une science humaine. C'est de la discussion, c'est est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, est-ce qu'on pose, est-ce qu'on accélère? Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Le dialogue, la confiance, avoir des gens qui te disent vraiment ce qu'ils pensent et pas ce que tu as envie d'entendre. Ce qui est un vrai risque si les gens ne te font pas confiance ou alors si tu fais peur aux gens, les mettre dans un climat de confiance où en fait, je dis aux gens ce que je pense et j'attends vraiment qu'ils me disent ce qu'ils pensent aussi, même si ça me plaît pas, même si ça va m'énerver. C'est vraiment un truc, tu vois, où tu te livres, quoi. Tu montres de la vulnérabilité en tant que leader et tu attends des personnes avec qui tu bosses qui te montrent aussi cette vulnérabilité. Et si vous n'êtes pas d'accord, du coup, ça se passe comment? Ça va être de dire, écoute, j'entends tes arguments, ce que tu m'as dit, mais je pense quand même qu'on va faire ça. Ça dépend vraiment de la situation, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que la tension, la friction, elle est saine. Il y a de la tension qui est parfois
malsaine, qui peut être politique. Nous, dans les interactions qu'on a avec les personnes avec qui ça fonctionne bien, la plupart, c'est sain. C'est des relations où tu as des moments, des désaccords, tu as des opinions qui sont différentes. C'est ça, en fait, qui te fait progresser. Si tout le monde est d'accord avec ce que je dis, je peux être à peu près sûr que c'est pas la meilleure solution ou la façon la plus optimisée. Tu as besoin d'avoir des gens, en fait, qui challengent le statu quo, qui sont pas d'accord avec toi, qui te font voir, en fait, d'autres perspectives. Et ça ressemble à quoi, du coup, une semaine pour toi, là, en ce moment? Ça change tout le temps. Là, par exemple, cet après-midi, je suis avec toi. Ce matin, on avait une réunion avec toute l'équipe de leadership, donc les 15 personnes dans la boîte. Là, je prépare un conseil d'administration avec nos investisseurs. Je réfléchis à la stratégie produit qu'on va mettre en place en début d'année prochaine. L'organisation aussi pour accélérer en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Je fais passer des entretiens. Demain matin, on a un team meeting avec les 500 payfitters dans la boîte pour leur présenter des éléments sur notre façon de travailler, sur notre produit, sur les résultats de croissance, de burn. Tu peux avoir énormément de choses. Et ce que j'adore en fait dans ce job, c'est que aucune journée ne se ressemble, même s'il y a certains rituels, bien sûr. J'ai l'impression de changer de job tous les 6 mois, sans en changer. Parce que la boîte évolue, j'évolue, les personnes, l'orga, tout évolue. Et ça, c'est assez fantastique. Tu sais qu'en fait, tu dois progresser au moins aussi vite que la boîte si tu veux rester au niveau. Et que la boîte ne va pas t'attendre. Et ça, c'est génial. Ça, c'est hyper excitant. Ça marche comment ton emploi du temps? T'as une heure fixe de réveil, t'as une heure fixe où t'arrêtes de travailler? C'est hyper variable. Parfois, je commence à bosser à 7h30 le matin, parfois à 9h30. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est en fonction des besoins de l'entreprise. Ouais, des besoins de l'entreprise et puis aussi de comment tu te sens. Tu vois, si parfois, j'ai envie de bosser à 1h du mat et parfois, j'ai plus envie de bosser alors qu'il est 19h et j'ai envie d'aller faire du sport. En fait, je sais que si je me force, je ne vais pas être productif. J'ai appris à me connaître sur ce sujet. Et du coup, par exemple, le soir, mis à part les fois où tu vas à 1h du matin, ta moyenne, tu dirais que t'arrêtes vers quelle heure? Je dirais entre 19h et 22h. Et le week-end, tu bosses aussi? De temps en temps, ouais. Au tout début de l'aventure, en fait, vu que c'est toi qui fais directement les choses, tu construis ton produit. Si tu n'es pas en train de le construire ou de trouver tes clients, personne d'autre va le faire à ta place. Donc, chaque minute compte. Plus tu grandis et plus les choses sont structurées, plus tu vois, ça a des implications dans le temps. Chaque décision que tu prends, tu n'es plus juste dans l'action permanente. Tu réfléchis beaucoup plus, tu as une stratégie, tu as des personnes qui dépendent de toi. Et en plus, c'est un marathon. C'est-à-dire que là, on a démarré il y a 5 ans et demi. Si on veut construire quelque chose d'extraordinaire dans les prochaines années, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il va falloir garder cette énergie. Le week-end, c'est bien aussi, quand tu peux le faire, de couper, de te reposer. Exactement comme les vacances. C'est important. Et du coup, là, par exemple, le week-end, tu coupes totalement? Ça dépend des week-ends. Il y a certains week-ends où je coupe totalement, d'autres week-ends où je bosse quelques heures. On en parlait juste hors cam. Tu me disais, tiens, comment embarquer comme ça 500 personnes avec toi? C'est quoi un peu les process pour créer Alors, on a parlé un peu de la culture, les valeurs. Vous avez mis en place des choses pour faciliter, je sais pas, des KPI? Ouais, il y a pas mal de trucs. On a un sondage tous les trimestres où on pose 40 questions aux payfitters. À tout le monde? Ouais, peu importe ton poste. À tout le monde. On a mis quelques trimestres à améliorer les questions et là, on a un truc assez bien rodé. Donc, on peut comparer en plus selon les départements, les pays, selon les trimestres. Et tu vois vraiment quel est le pouls de ta boîte. Les endroits où ça va bien, où ça va moins bien, tu lis tous les commentaires à chaque fois. En tout cas, moi, c'est un truc que je fais. Même s'il y a 1500 commentaires, tu peux donner des exemples de questions qu'il y a dedans? C'est est-ce que vous êtes heureux de la direction qui est donnée par les fondateurs à la boîte? Une autre question, c'est est-ce que vous vous sentez épanoui dans la boîte? Comment est votre équilibre vie pro, vie privée? Est-ce que vous avez l'impression que notre produit répond aux attentes de nos clients? Est-ce que vous avez confiance dans votre manager pour bien leader votre équipe? Et c'est anonyme ou c'est nominatif? C'est anonyme, donc tu vois, tu peux vraiment dire ce que tu penses. Tu peux mettre des commentaires, donc c'est quanti et quali. Et ensuite, on peut avoir des résultats qui sont traités par pays, par équipe. Et donc, en fait, tu as une vision très précise. Donc, c'est anonyme, mais par contre, on sait quand même... À partir du moment où tu as 3 personnes d'un pays ou d'un département qui ont répondu,
tu as accès à l'information. Pas de manière nominative. Mais tu sais que telle équipe dans tel pays pense ça. Ça, c'est un truc indispensable. C'est-à-dire que quand il y a 8 personnes autour d'une table, en fait, la boîte, c'est une boîte de 8 personnes, en fait, on sait tout ce qui se passe, on sait ce que les gens pensent, il n'y a pas besoin de ça. Mais à partir du moment où on grandit, en fait, on perd ça. C'est hyper compliqué quand on est ne serait-ce que 50. Alors 500, j'imagine même pas. C'est super, super important. Ça, c'est le genre de truc qu'on a fait pour être bien sûr que tout ce qui se passe dans la boîte, en fait, on en est conscient, ce qui est très bien, ce qui est moyen, ce qui est pas bien. Et comme ça, en fait, tu peux mettre le focus sur telle ou telle chose. Mettre en place une politique, des process, améliorer les choses. Un autre truc qu'on a mis en place il y a 3 ans, c'est de faire des meetings avec toute la boîte, toutes les 2 semaines, pendant 3 quarts d'heure. Au début, c'était tout le monde en physique. Au fur et à mesure qu'on avait d'autres bureaux dans d'autres villes, du coup, il y avait certaines personnes en physique, certaines en virtuel. Qui parle du coup? Ça peut être moi, d'autres personnes. Donc là, tu as 500 personnes qui sont en même temps connectées. Et par exemple, tu vas raconter quoi? Par exemple, la prochaine dans 2 semaines, tu vas raconter quoi? Là, il y en a un demain matin. Donc là, tu vois, on va expliquer ce qui s'est passé pendant les vacances, comment la boîte a été gérée, qui sont les nouveaux arrivants, les nouveaux key players qui nous ont rejoints. On va donner un update, parce que ça, c'est une autre clé. On est hyper transparent sur ce qui se passe dans la boîte pour nos payfitters. Donc, on va donner un update sur les chiffres, la croissance, où on en est, le burn, qu'est-ce qu'on fait, les prévisions dans les prochains mois, la stratégie produit. Là, par exemple, en France, avec la crise du Covid, il y a eu pas mal de changements sur la paie, l'activité partielle, comment ça a été géré, ce qui a été bien fait, moins bien fait. Il y a pas mal d'éléments qui vont être donnés sur ce sujet. Donc ça permet en fait de faire circuler l'information et d'embarquer tout le monde dans la bonne direction. Ça permet de répondre aux questions aussi. Tu laisses la possibilité en fait à tous les payfitters de poser des questions de manière anonyme en ou amont non, en amont et en live, de manière anonyme ou non. Et comme ça, en fait, tu vois les questions qui sont les plus votées. Tu peux les prendre et y répondre en direct ou au meeting d'après. Et tu dirais que de faire ça, ça fait circuler l'information, ça rassemble, ça donne une direction, ça participe à créer de l'énergie dans ta boîte. Complètement. C'est extrêmement, extrêmement important. Ouais. Et c'est quelque chose qui est aussi vrai, pas seulement à l'échelle de la boîte, mais qui est aussi vrai à l'échelle d'un pays donné. Ou des équipes. C'est-à-dire qu'ils le refont aussi, le 45 minutes, dans une équipe? Exactement. Toutes les 2 semaines aussi? Non, c'est pas forcément la même durée ni la même fréquence, mais en tout cas, ce principe de cohésion. On échange l'info, on se rappelle la direction régulièrement. On pose des questions. Ok. Et à 45 minutes, ça s'arrête net? Vous faites comment? Sauf s'il y a un sujet particulier, donc typiquement des bilans de semestre ou d'année, où vraiment tu te poses et tu regardes ce qu'on a fait, ou alors des lancements d'année ou de semestre où tu as vraiment besoin de prendre le temps, tu vois, de dire on va aller là et on va le faire comme ça. Là, c'est très important de prendre un peu plus de temps. J'ai des petites questions comme ça. Jeff Bezos ou Elon Musk? Elon Musk. Pourquoi? Je trouve son parcours touche à tout beaucoup plus inspirant. Je prends un sujet, je le craque, je passe au suivant, et dans des univers qui ont parfois rien à voir. Microsoft ou Apple? Apple. Pourquoi? Pareil, je trouve l'histoire plus inspirante. Il y a une vision un peu plus rationnelle chez Microsoft, mais chez Apple, il y a une vision de rêve, de folie, d'innovation, de précurseur en avance sur son temps que je préfère. Un peu plus le côté pirate, quoi. Ouais. Uber Eats ou Deliveroo? Plutôt Deliveroo. Pourquoi? Parce que je connais tu connais très bien le gars qui a monté Deliveroo en France et qui l'a géré après en Europe. Tu contribues avec tes repas. Exactement. C'est beau. Ton livre préféré? Livre pro, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. First Break All the Rules. C'est vraiment celui que j'ai préféré, celui qui m'a le plus apporté. Et après, pour me détendre, c'est Black et Mortimer. J'adore Black et Mortimer. Et donc tu le relis? Ouais, je les relis. Je les ai en je sais pas combien d'exemplaires. C'est quoi que tu kiffes dedans? Ce mélange de à la fois scientifique et en même temps folie. Je trouve l'aventure, les personnages assez dingues. Ton app préférée, celle que ça serait difficile pour toi qu'on l'enlève de ton téléphone? Strava. Ah ouais? Pourquoi? Pour les sorties à vélo. Je suis un grand fan de cyclisme. Si j'avais pas les segments quand je fais mes différentes sorties à vélo, j'aurais du mal à être aussi motivé et à appuyer autant sur les pédales.
Est-ce que tu aurais un dernier message que tu aimerais passer aux personnes qui nous regardent là? Ouais, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école. Enfin, c'est vraiment là où on va rencontrer les gens, apprendre à construire un produit, à recruter, à gérer des gens. Enfin, c'est vraiment le vrai et on peut s'éclater. Faut pas hésiter à se lancer et ensuite, après s'être lancé, à persévérer parce que c'est pas forcément la première fois qu'on réussit. Mais la première boîte que j'ai montée, j'avais 17 ans, j'ai dû arrêter ensuite, j'en ai remonté d'autres. C'était pas super sérieux, je m'y suis remis à 22 ans. Il n'y a pas de moment pour monter une boîte, il y en a qui le font à 16 ans. Il y en a d'autres qui sont super successful, qui le font à 55 ans. Je pense que le truc le plus important, c'est de pas forcément l'idée ou le secteur. Ça, à la limite, on s'en fout. En fait, il y a de la place partout. Mais c'est les personnes avec qui on le fait. J'aurais pas pu le faire tout seul. Par exemple, un des trucs qui me donne de l'énergie, c'est de le faire avec 2 personnes que j'adore, qui étaient des amis avant et qui sont maintenant des super amis, des témoins de mariage, des collègues entrepreneurs, des gars que je vois tous les jours. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper fort. Et toujours garder ce sentiment de s'éclater dans ce qu'on fait. Ça a toujours été évident que tu voulais entreprendre avec eux ou il y a eu des questions? Ça s'est fait naturellement. Guilain, on avait déjà monté 1, 2, 3 boîtes ensemble. Puis on s'est retrouvés là. On savait qu'on était professionnellement compatibles et hyper complémentaires. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de questions, quoi. Ça se fait hyper naturellement. Et Flo, c'était un super bon pote depuis qu'on avait 18 ans, depuis la prépa. Et on s'est retrouvés là. Je savais que c'était quelqu'un avec qui je pouvais bosser et qui s'entendrait bien avec Guilain. Donc le truc, on n'a pas forcé le destin, quoi. Ça s'est fait naturellement parce qu'on se connaissait bien et qu'on se faisait confiance. Et encore aujourd'hui, on s'éclate, quoi. Ça a toujours été clair que tu serais le CEO ou pas? Ouais, ça a toujours été clair, mais au début, tu te partages beaucoup plus les responsabilités. Ça évolue avec le temps. Au début, les fondateurs décident de tout. Au fur et à mesure, tu passes sur une architecture de boîte où tu as une équipe de leadership. Tu peux pas juste, à 2 ou à 3, claquer des doigts et puis tout changer, quoi. Ça évolue, ça aussi, avec le temps. En tout cas, c'était vraiment cool. J'aurais plein d'autres questions. On pourrait creuser sur d'autres sujets. Il y a la partie process et tout ça, mais vraiment, merci d'avoir pris le temps et je te souhaite de tout déchirer. Donc 5000 salariés dans combien de temps? D'ici 10 ans, on va voir. Ce qui est important, c'est le nombre de clients qu'on va réussir à servir à leurs employés, encore plus. Sur toutes les composantes, tu te dis, il faut progresser. Il y a 2 ans, j'étais moins bon partout. Il y a 4 ans, c'était encore pire. Et c'est pas grave, il faut juste avoir l'humilité de se regarder et de se dire que là, je vais avoir besoin de progresser cet endroit-là pour dans 6 mois, pour dans 1 an, pour dans 2 ans. Et c'est ça qui va aussi emmener la boîte dans la bonne direction. C'est un métier où il faut être assez complet. C'est pas un métier de spécialiste ou d'expert. Quand tu es entrepreneur et que tu gères une boîte, après, en fonction du stade de ta boîte, tu vas progresser sur des aspects qui sont différents. Au départ, il faut apprendre à recruter, il faut apprendre à chercher tes premiers clients, il faut apprendre à construire un produit qui plaît, pas seulement à toi-même, mais à des prospects. J'imagine que quand on sera 5000, ce sera encore des choses différentes qu'il faudra que j'apprenne, que je mette en pratique. Je les connais peut-être d'ailleurs pas encore, pour être au niveau et continuer à driver la boîte et les gens qui bossent chez nous. Ce qui est important, c'est de se faire confiance, que chacun trouve sa place et que chacun passe au moins 90% de ses journées à s'éclater. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.